L'écosystème Discover, c'est l'un des premiers vecteurs de trafic au monde. Le search, on s'en fout. Discover prend tout, les réseaux sociaux prennent tout. Discover, c'est le royaume de l'espionnage. Je prends un article, je fais copier, coller, publier, je peux faire plus de trafic que la personne que j'ai copiée. Bienvenue dans Click, le podcast qui décrypte les stratégies des créateurs de contenu. Aujourd'hui, on va parler de Google Discover. Et pour ça, j'ai invité une des références françaises dans le domaine, Clément Pessot. Avant de commencer, un petit mot sur notre sponsor, Linkaway. Vous recevez des demandes d'annonceurs et ils n'ont pas de programme d'affiliation? Avec Linkaway, vous ne laissez plus aucun deal sur la table. Linkaway vous permet de monétiser en direct au clic avec n'importe quelle marque, en quelques secondes et sans aucune intégration technique. Vous fixez vos prix, Linkaway traque le trafic que vous envoyez, puis facture et débite vos annonceurs automatiquement. Simple, fiable et sans intermédiaire. Linkaway, c'est le futur de la monétisation des éditeurs. Salut Clément. Ah, Mickaël, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Qu'est-ce que tu pensais de cette présentation? Est-ce qu'elle était complète? Est-ce que tu Ouais, veux ça va, ajouter c'est quelques très très points? bien. Non, on va rien rajouter. Sinon, ça prendrait des heures. Tu le disais, hein, j'ai commencé à travailler sur le web. Il n'y avait pas encore Google, donc si tu veux, l'expérience elle est longue, elle est variée, elle est sur plein de continents, en plusieurs langues, plusieurs thématiques. Donc c'est long et ce qui compte finalement aujourd'hui, hein, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Et sur le chemin aujourd'hui, comme tu le dis, bah aujourd'hui c'est un peu l'actu, c'est un peu Discover en ce qui me concerne. Hein, et c'est exactement ça. Et si on reste sur Discover, moi ça fait maintenant 4 ans, 5 ans que je suis dessus et que j'essaie de comprendre comment fonctionne cette fameuse boîte noire qui est Discover, parce que ça reste encore une vraie boîte noire avec ses hauts et ses bas. Hein. Mais c'est très riche d'enseignements même pour le SEO. Donc c'est un terrain de jeu, j'aurais tendance à dire, et d'expérimentation qui est très vivifiant par rapport au SEO classique où finalement, je sais pas qu'on a fait le tour, hein, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à faire. Hein. Mais voilà, quand c'est arrivé Discover, c'était un petit bain de jouvence là pour repartir un petit peu à l'aventure et découvrir des choses et surtout tester des choses totalement improbables et voir ce qui se passe derrière. Claire, alors déjà pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'on va commencer par les bases. C'est quoi Google Discover? Alors Discover, ça apparaît donc aujourd'hui seulement sur mobile. Alors on commence à le voir sur desktop aux États-Unis, mais ça reste encore un service Google mobile qui apparaît donc soit dans l'application Chrome, soit dans l'application Google. Quand vous ouvrez les deux, vous allez avoir un flux d'informations qui va apparaître juste en dessous. Et ce flux d'informations, en fait, il est calibré un peu à la manière de TikTok, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez regardé avant, ce que vous avez lu, vos envies, tout ce que vous avez navigué, que ce soit sur votre téléphone au niveau des apps ou du search ou des sites, Google capte toutes ces informations de exactement de la même manière que TikTok pour vous envoyer en fait un flux d'informations qui va correspondre à ce que vous avez envie de lire. Donc, si vous êtes passionné de foot, eh ben, votre flux Discover va être rempli de foot à l'intérieur d'informations sportives de foot spécifiquement. Et si vous êtes fan d'un club en particulier, il va être encore plus segmenté par rapport à ça. Et ça sur toutes les thématiques. Donc, c'est ultra personnalisé. Et aujourd'hui, la caractéristique de Discover, pour le remettre en contexte, ça représente aux alentours de 60-70% du trafic des médias aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias sont totalement Discover dépendants, ce qui montre évidemment son importance dans l'écosystème actuel du web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Discover, c'est le premier vecteur de trafic de beaucoup de sites qui font beaucoup de trafic. Donc, mis à part les purs e-commerçants, en fait, qui même eux peuvent participer à l'écosystème Discover avec leur blog et avec certaines caractéristiques. Mais l'écosystème Discover, finalement, aujourd'hui, c'est l'un des premiers vecteurs de trafic au monde, tout simplement. Donc, on peut plus éviter, en fait, de s'y pencher, de tester, d'essayer de rentrer, de performer, de durer, enfin, voilà. Quelle, qu'on- Quelle que soit l'activité qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans l'affiliation, que ce soit dans la vente de leads, quel que soit le canal, en fait, Discover devient un vecteur hyper important en termes de génération de trafic. Et tu disais que c'est donc un canal qui n'était que sur mobile via majoritairement Chrome ou la page d'accueil sur Android. Mais du coup, connaissant les parts de marché de Chrome sur iOS,
Ce que tu es en train de dire, c'est que quasiment 100% du trafic de Google Discover vient d'utilisateurs qui ont des téléphones Android, c'est ça? Alors, sur iOS, beaucoup de personnes utilisent les extensions Chrome, enfin l'application Chrome et l'application Google. Vu que beaucoup de personnes ont déjà Gmail, donc ils installent leur Gmail, et puis pendant qu'ils y sont, ils rajoutent l'application Chrome, hein. Moi, je vois sur les sites Discover, grosso modo, aujourd'hui, le marché il est à peu près 60-40, on va dire, pour Android. Quand tu analyses ton trafic Discover, tu vas être allé à 65-35. Donc, il y a énormément de trafic aussi iOS. Énormément. Mais ça veut dire aussi, j'imagine qu'il y a quand même un peu moins de trafic iOS qu'Android du coup. Ça doit vouloir dire que l'Europe, par exemple, est surreprésentée par rapport aux États-Unis sur Discover, puisqu'aux États-Unis, ils doivent avoir 80% de part de Alors, marché en sur fait, iOS. tu es sur Discover, en général, tu es sur une zone géographique. Et cette zone géographique, bah, si on est les applis qui remontent en France, bon, tu auras cette répartition-là. Si tu es sur les États-Unis, oui, ça va être un petit peu différent. Et c'est toujours pareil, c'est un problème de volume, hein. Le marché français, c'est 60 millions, les Américains, c'est 400 millions. Ouais, ok. Ouais. Nous, ce qui nous intéresse sur Discover, étant donné qu'on fait de la monétisation en général via la publicité, donc via le display, euh, les États-Unis, c'est le beau marché du monde. Parce que tu as du volume, quoi qu'il arrive, tu auras du volume, et en plus, la publicité rapporte beaucoup plus. De 1 à 10 parfois. Ok, et en termes de visibilité, tu me dis si je me trompe, les deux visibilités principales de Google Discover, c'est sur Android, tu fais un swipe vers la droite et là, tu as un panneau de news qui s'affiche, ou alors sur Chrome, tu ouvres un nouvel onglet et là, tu as le flux Discover qui s'affiche Alors, avant que tu ailles sur un c'est site. sur mobile, hein. Sur mobile, pas sur desktop, oui, c'est ça. Mais même quand tu ouvres l'application Google sur iOS, tu l'ouvres et tu as directement Discover. Et ça, aujourd'hui, en plus, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est intéressant, ça rentre dans les nouveaux modes de consommation de l'information et de l'information. On va de moins en moins sur Google directement, on va de moins en moins sur Google Actualité, de moins en moins sur les journaux en eux-mêmes. On est sur TikTok, on est sur Instagram, et donc finalement, les modes de consommation de la nouvelle génération est plus passif dans le sens où eux, ils vont recevoir l'information et trier en fait directement sur leur écran qui va les intéresser ou non. Ils sont pas dans une logique celle d'avant, où on allait chercher l'information d'un sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, il nous vient directement. C'est pour ça qu'on le compare beaucoup à TikTok Discover, puisqu'en fait, tu arrives sur ton flux Discover et tout ce qui va apparaître correspond à tes centres d'intérêt, directement. Donc, tu as zéro effort. Donc, c'est pour ça que c'est très utilisé, finalement. Parce que c'est Ouais, un moyen facile. Et la jeune génération, aujourd'hui, est très friande de contenu présent sur Discover. ouais, c'est vrai que Google a mis des années à essayer de percer sur le domaine des réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que Discover, finalement, c'est un peu le réseau social de Google. C'est ça, sans les interactions, mais sur le principe, hein, c'est comme TikTok, hein, sauf que la différence, c'est que bah, c'est du contenu à lire et pas du contenu à voir généralement, même si on peut trouver un peu de vidéo. C'est du contenu, on clique et puis on va lire l'article. Mais c'est l'algorithme en lui-même, c'est un peu le même. Ils sont Ouais, ok. particulièrement similaires. Toi, Donc, du coup, tu formes, enfin, tu accompagnes des entreprises qui veulent percer sur Discover. voilà. Comment ça se passe quand une boîte t'embauche pour essayer d'améliorer ce canal de trafic? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors la première chose qu'on va travailler avec eux, c'est connaître un peu leur public, parce que ça reste quand même le cœur de cible, hein. Étant donné que Discover est très personnalisé, évidemment, il va falloir essayer de comprendre un petit peu quelle est leur ligne éditoriale, ce qu'ils font. S'ils sont déjà sur Discover, qu'est-ce qui a marché sur Discover avant? Parce que tout simplement, il y a des patterns qu'on va retrouver qui vont faciliter l'accès au public déjà conquis pour lui envoyer plus d'informations. Donc souvent, quand le site est déjà présent sur Discover, il y a une belle analyse de data à mettre en place, ne serait-ce que pour avoir une bonne compréhension en fait des tenants et des aboutissants actuels de la visibilité du site sur Discover. Et ensuite, eh ben, en fonction, alors moi j'ai une base de données de 600, 700 000 URL qui ont déjà performé sur Discover avec de la data autour, ce qui me permet en fait de couvrir à peu près n'importe quel univers. Et à partir de là, je peux aussi regarder en me disant, voilà, cette typologie d'article-là a performé sur Discover. OK, ces sujets-là, on sait que ça fonctionne sur Discover. Ce genre de typologie d'article, cette typologie de titre, cette typologie de contenu, cette typologie d'image pour ce secteur-là. Donc, avec ces informations-là, on va l'adapter en fait au contenu du client en lui disant, soit en lui offrant, enfin, en lui offrant directement le contenu, hein,
ce qu'on fait avec Discover Partner, hein. Finalement, c'est ça ce qu'on fait, c'est qu'on analyse le site et ensuite on va lui offrir un contenu clé en main qui correspond parfaitement aux demandes de Discover pour performer, mais aussi aux demandes de son lectorat. C'est-à-dire que si je suis sur du foot, je vais pas lui offrir, je sais pas, de comment tondre sa pelouse, quoi. Tu vois, on va respecter les univers. Donc, une fois que ce travail de data et d'analyse de data est mis en place, qui des fois peut être considérable, hein, c'est beaucoup d'URL et beaucoup de titres et d'images à analyser. À partir de là, tu as un pattern de construction de contenu, un pattern de construction d'images que tu vas pouvoir produire et faire en sorte que ça colle bien avec le site. Et à partir de là, tu rentres dans une logique, en fait, de maximiser, en fait, ton espace utilisateur que tu as déjà. Et ce qui est intéressant sur Discover, c'est que plus tu réussis, en fait, à diffuser une bonne information qui performe, plus Google a tendance à te montrer à plus en plus de personnes. Donc, tu rentres dans un cercle vertueux qui fait qu'au départ, finalement, tu peux avoir les 10, 15 000 personnes par jour via Discover. Mais si tu arrives déjà à maximiser les contenus et en fait l'audience que tu as, tu peux monter au bout d'un mois à 100 000, 200 000, 300 000. C'est un cercle vertueux. Et à contrario, quand tu commences à te décorréler en fait de ton audience, ça devient un cercle vicieux dans le sens où tu vas commencer à perdre de la visibilité et des fois même sortir totalement de Discover. Ce qui arrive très très souvent. Et donc, ouais, le flux Discover, il est complètement algorithmique. Et si moi, par exemple, à un moment, je commence à visiter, je sais pas, des articles qui parlent de montres, Google Discover va savoir que je suis intéressé par le sujet des montres. Et donc, dans le flux Discover, je vais voir des articles qui sont associés à ce sujet. Exactement. Si tu Euh, arrêtes d'en regarder, ça va graduellement commencer à disparaître. ok. Si tu arrêtes de cliquer sur, même si tu arrêtes de visiter des sites et que tu arrêtes de cliquer sur les articles qui vont apparaître sur ton flux Discover, graduellement, Google va commencer à supprimer ces contenus parce qu'il va comprendre que tu es moins intéressé par le sujet et il va le remplacer par autre chose. Et tu as toujours aussi à l'intérieur de ton flux, on va dire, des actus, on va dire tests, où il va te tester sur plein de petites actus totalement différentes pour mesurer si ça peut t'intéresser, oui ou non. Un peu comme le fait TikTok, quoi. Ouais, exactement pareil. Google a totalement calqué son algorithme sur celui de TikTok. À la base, l'algorithme de Discover, en fait, quand ils l'ont créé, à la base, c'est devait être l'algorithme pour la nouvelle version de tout ce qui était Google Ads. C'était Flock à l'époque. Cet algorithme-là devait permettre d'envoyer de la publicité ultra ciblée à chaque personne sur le web, sur toutes les applications Google. Ils se sont aperçus qu'ils pouvaient mettre aussi du contenu. Ça marchait bien. Ils se dit, go, on fait les deux en même temps. Ouais, carrément. Et du coup, alors, il y a. Donc, à la base, c'est un algorithme publicitaire. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est du retargeting, tous les éléments publicitaires sont dans l'algorithme TikTok, et pas Discover, qui sont aussi évidemment dans l'algorithme. Et j'imagine que tu as d'un côté l'algo, mais le site, l'autorité du site, la réputation du site et même les éléments classiques du SEO, est-ce qu'ils ont un impact également sur la visibilité des articles? Alors, ils ont un gros impact souvent au début, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile de rentrer sur Discover quand on a un site qui fait déjà du trafic SEO, du trafic Google News, mais sachant que des sites qui ont une certaine autorité s'indexent beaucoup plus rapidement parce qu'il ne faut pas oublier que Discover, la fenêtre de tir de Discover est assez réduite entre le moment où je vais publier un article et le moment, en fait, il va être visible sur Discover, il peut passer plusieurs heures, mais ça doit être assez court. Parce que la durée de vie d'un article sur Discover est de 48-72 heures. Donc, si déjà, dès le début, tu perds 48 heures à t'indexer, l'espace de temps que tu vas avoir sur Discover pour performer devient excessivement réduit. C'est pour ça qu'un des paramètres qui fait que avoir un site Google News permet de mieux performer sur Discover, c'est que vu que tu as une indexation qui est instantanée, tu perds pas de temps. Donc, tout de suite, on va dire ta fenêtre de tir qui est de 72 heures pour caricaturer un peu le schéma, tu vas l'utiliser pleinement. Quand il y a un site qui est pas Genius, vu que ton indexation 1, par nature, elle est plus lente et surtout, elle est beaucoup plus erratique, c'est-à-dire que un article peut s'indexer en une demi-heure, l'autre, il peut mettre une journée. Il y a pas cette instantanéité du Genius. C'est des fois plus complexe de bien performer sur Discover quand il n'y a pas un Genius pour ce laps de temps et la durée de vie qu'a un article sur Discover. En général, il y a des articles qui peuvent durer une semaine, hein, mais c'est extrêmement rare. Et donc, cette dimension qu'on va avoir autorité va jouer pour rentrer, très clairement. Parce qu'en fait, tu as du trafic qui vient un peu partout. Donc, pour Google, c'est facile. Ton site, il est déjà validé. Un site qui débarque comme ça du jour au lendemain, pour Google, sa problématique, c'est quelle est l'autorité du site. L'autorité du site aujourd'hui, si on la résume à Discover et si on
Et si on regarde un petit peu les leaks de Google quand ils nous parlaient de NavBoost, l'algorithme NavBoost, c'est un algorithme qui est basé sur le comportement des utilisateurs sur un site. Google l'utilise de plus en plus pour qualifier des sites parce qu'il a bien compris que le contenu, on peut le fake, hein, on a de l'IA, ça va vite, on fait ce qu'on veut. Les backlinks, ça fait longtemps qu'on a compris qu'on pouvait les acheter. Et la dette technique qu'avant beaucoup de sites avaient aujourd'hui est extrêmement faible parce que grosso modo, tous les sites techniquement parlant sont à peu près OK. Donc, ce qui restait à Google en termes de comment je fais la différence entre un bon site et un mauvais site, c'est le comportement des utilisateurs. Donc, si tu as, quand on est sur ton site, si les gens commencent à naviguer un peu plus, à lire 2, 3 articles au lieu de un et partir, évidemment que dans l'algorithme, c'est détecté. C'est détecté via Chrome. Il faut bien savoir, hein, Chrome, c'est un espion monumental. Faut savoir. Navigation privée ou pas, Google Chrome t'espionne de manière... C'est dingue. C'est probablement... On peut même pas imaginer. Enfin, je veux dire, il suffit juste d'imaginer que Google, pour Chrome, qui est un outil gratuit, fait de la publicité dans le métro, à la télé, sur le Formule 1, de partout dans le monde. Ouais, son arme secrète, quoi. Ouais, donc c'est qu'à un moment, si c'est gratuit, c'est qu'ils l'ont ici, tu vois. Donc, voilà. Et donc, ces interactions sont mesurées par Chrome. Et donc, l'algorithme NavBoost, il sert à ça, à mesurer ça. Et ensuite, finalement, donner des points bonus, entre guillemets, à certains sites. Donc, la grande différence entre deux sites pour Google aujourd'hui, l'effet, en fait, donc navigationnel, comportemental d'un utilisateur sur un site, se fait rentrer dans un univers ou dans un autre. Et sur Discover, comme il y a cette instantanéité des choses, qui est beaucoup plus rapide que le SEO, cet effet NavBoost, on le voit tout de suite. C'est-à-dire que si un site performe sur Discover parce que le titre est bon, l'image est bonne, le classique, hein, le truc putaclic, l'image de dingo, en fait, sur le long terme, ça va fonctionner si et seulement si derrière, l'algorithme détecte qu'il y a une satisfaction utilisateur à la lecture. S'il n'y a pas cette satisfaction de l'utilisateur à la lecture, qui va être lecture complète, lecture d'un autre article, partages sociaux, bookmark, même s'il le faut, enfin voilà, tous les éléments possibles et imaginables que Google peut détecter, à un moment ou à un autre, le site sera exclu de Discover. Parce que le niveau de satisfaction sera mauvais. Et Google se dira, bon, allez, lui, je vais le dire. Il a tout bien, hein. Des techniques, il y a du backlink, il y a de l'autorité, contenu, comme le contenu a l'air bien. Mais vu que le lecteur le trouve nul, je fais confiance au lecteur. Et tu C'est dirais ça, que c'est la la clé du SEO, en fait, en 2025, c'est avant tout le comportement de l'utilisateur. Quand de plus en avant, on faisait plus, beaucoup contenu, netlinking de et plus autres. en plus. Ouais. Il faut toujours fonctionner de la même manière, hein. Les 3 piliers restent les mêmes. On a rajouté le trafic, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un site qui fait du trafic direct et naturel, évidemment, c'est le quatrième pilier, hein. Il y a aucun doute à avoir là-dessus. Le trafic, c'est devient fondamental. Parce que pareil, le trafic, le vrai trafic, hein, c'est difficile à faire du fake. On y arrive, hein, mais c'est compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde encore. Le fake trafic, ça, c'est facile. Ok, tout le monde le fait, tout le monde en parle. Voilà, ok. Mais arriver à générer du vrai trafic, c'est compliqué. Et derrière, les interactions, c'est compliqué encore aujourd'hui. Donc, Google s'appuie énormément sur ça, en fait, pour faire. Sur Discover, c'est très criant, hein, puisque c'est sur ces deux éléments-là qui va faire la différence. Mais en SEO, au niveau des SERP, je vois que ça peut fluctuer en fonction de ça. Sur du très concurrentiel, par exemple, c'est notable. C'est très Ok. notable. Et Et tu sur disais, du, alors, pas du pardon, vas-y. concurrentiel du tout, alors là, tu peux t'amuser. Et tu disais que être sur Google, Google Actu, c'était un gros avantage concurrentiel si on voulait percer sur Ouais. Discover. Donc toi, est-ce que c'est une des premières choses que tu fais quand on t'embauche pour travailler sur ce Discover, c'est de faire que les sites de tes clients soient sur Google Actu? Et est-ce que c'est toujours aussi difficile? Parce qu'à une époque, c'était quand même beaucoup de critères qu'il fallait remplir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile d'intégrer Google Actu? Jusqu'à décembre 2019, il y avait un formulaire à remplir et il y avait des critères à respecter, mais grosso modo, tu pouvais rentrer dans Google Actualité. Tu respectais les critères, tu bossais un petit peu et ça passait crème. À partir de janvier 2020, c'est devenu une entrée algorithmique. Et à partir de là, Google a intégré dans Google Actualité très très peu de sites. Alors il y a débat, hein, il y a débat. Certains disent qu'il y en a beaucoup qui ont été intégrés, d'autres qui disent qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été intégrés. Moi, je suis du côté du fait qu'en fait, Google a intégré relativement peu de sites depuis cette date-là et que finalement, c'est un peu au petit bonheur la chance que tu rentres dans Google Actualité aujourd'hui. Il y a des critères objectifs, hein. Si c'est un vrai média, oui, ça va rentrer direct, mais là, c'est
Il y aura encore une intervention manuelle. Mais sinon, non, tu y es pas, tu y es pas. Après, le fait d'être dans Discover, ça peut t'aider à rentrer plus ou moins dans Google Actualité, mais ça reste un peu lié à ta capacité à performer sur Discover. J'ai eu un site, un cas personnel, hein. Le site n'est pas dans Google Actualité, il performe sur Discover, d'un coup il devient dans Google Actualité, plus ou moins. Enfin, c'est pas pur, on va dire, c'est-à-dire j'ai plein d'éléments, mais pas tous. Il sort de Google Discover, enfin il perd en visibilité et d'un coup il remonte plus sur Google Actualité. Donc tu peux avoir des corrélations aux deux, mais qui sont probablement liées au trafic en fait, tout simplement. Le trafic, c'est le meilleur booster hein, qu'on puisse trouver, un des meilleurs boosters qu'on puisse trouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de manière de rentrer dans Google Discover de manière propre, on va dire. Ça, Je me suis laissé entendre dire qu'il y avait même des gens qui rachetaient des domaines Google Actu pour pouvoir performer sur bien Google sûr, Discover. bien sûr. Étant donné que ça s'est terminé, ce qu'on appelle les old editions, donc ceux qui sont inclus avant 2019, après 2020, il y a eu des errats de Google Actualité qu'on appelle les publishers, mais c'est vraiment des errats de Google Actualité, c'est portion congrue. Donc les old editions d'avant 2019, en fait, finalement, il y en a relativement, il y en a un paquet, hein. Mais si on est sur le marché franco-français, il y en a relativement peu, on doit être à 4-5 000 au total, tu vois, ouais, peut-être un peu plus, mais beaucoup plus. Et finalement, bon, bah, ça appartient à des médias, là, là. Donc la portion, en fait, qui ont été expirées en FR, de sites qui ont été abandonnés, est très réduite. Et ça fait des années qu'on essaye tous de les scraper, hein. On est 20, 30 ou 40 à essayer de scraper ça en permanence. Donc, dès qu'il y a un domaine expiré dont on arrive à comprendre qu'il est intégré dans Google Actualité, c'est à mis nos enchères immédiatement et on est au moins de 10 à vouloir le racheter. Donc, évidemment que les prix s'envolent. Ça peut aller de 3, 4, 5 000 euros pour un site qui a quasiment aucun historique, aucun backlink, mais qui est Google News, quoi. Donc, les enchères s'envolent immédiatement. Et ça marche aussi à l'étranger. Voilà. On a tous nos listes de 10, 15, 20 000, 30 000 domaines. Donc, on n'est pas toujours certain qu'il est Google News, hein, mais dès qu'on sait qu'il est expiré, qu'il arrive sur une enchère, on va aller regarder ce qui se passe. Donc, parce que l'idée, oui, c'est de les récupérer. Il y en a relativement peu aux enchères, hein, c'est très très rare, hein. Et sur le marché français, en trouver comme ça en mode coup de bol en reg free, c'est-à-dire en domaine expiré pur, je crois sincèrement qu'il y en a zéro. Vraiment. Je crois que tout a La été pépite. ratissé. En français, je crois que tout a été ratissé. Peut-être là, un ou deux qui va traîner, quoi, vraiment. Mais pour passer sous le radar de tous les SEO qui ont vraiment mis des grosses machines en place, je crois vraiment qu'il y en a zéro. Et on disait aussi qu'un article, ça tenait, tu m'as dit, 48 à 72 heures, c'est ça, sur Mhm. Discover. En général, oui. Alors que, tu vois, à l'époque, quand on faisait du SEO, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai toujours été passionné par les contenus evergreen. Tu vois, je fais un article ultra léché qui couvre hyper bien une thématique, et après, l'article rank pendant des mois, voire des années, et j'ai plus grand-chose à faire. Est-ce que performer sur Google Discover, c'est pas finalement être un esclave de Google, produire toujours plus de contenu, jamais s'arrêter et faire des contenus qui sont jetables finalement? Ouais. Bah, alors, j'avais fait une conf au SEO Summit le dernier, pas l'avant-dernier. Alors, et l'autre, il va me tuer s'il voit ça. Je me rappelle même pas de Poitiers, je crois, Poitiers ou Rouen, enfin bref, Orléans, ouais, Orléans. Voilà. Justement sur ça. La problématique qu'on a sur Discover, c'est que quand on a touché à ça, ça génère énormément d'adrénaline. Quand tu vois que tu commences à avoir un site qui commence à performer sur Discover, qui fait 100 000, 200 000 visiteurs par jour, qui te génère, allez, 200, 300, 400, 500 euros par jour, bah, tu fais les comptes, hein, 500 euros par jour, tu multiplies 30, ça fait 15 000 euros. Il y a un niveau d'adrénaline qui monte, qui est complètement dingue. Parce qu'en plus, il y a un effet magique. C'est je publie un article, et puis, si ça se passe bien, quelques heures après, ça y est, il explose. Et tu vois ta courbe de trafic, je suis à 10 000 visiteurs en simultané. Enfin, ça génère une dépendance et une drogue, hein, faut le dire, hein. Quand tu es à fond là-dedans, ça devient vraiment une drogue. Parce que ça marche de ouf, parce que ça génère quand même pas mal d'argent. Et donc oui, après, quand tu es là-dedans, c'est difficile de lâcher prise, en fait. Parce qu'en plus, il y a un côté, c'est un peu, il y a beaucoup, entre guillemets, il y a beaucoup d'essais-erreurs au départ, mais quand tu maîtrises un peu le truc et quand ton site est bien rentré, il y a un côté facile. Tu génères 5-6 articles par jour avec de l'IA, ça te prend une petite heure maximum.
et tu te dis, ça va me régénérer 500 balles. Donc, c'est un petit peu enfin, c'est le rêve ultime, quoi. Toi, Quand, c'est pas la semaine de 4 jours, là. Tu vois, c'est 1 heure par jour. la semaine de 2 heures, quoi. C'est ça, quoi. C'est la semaine de 5 heures. Non, 7 parce que c'est 7 jours sur 7. C'est la semaine de 7 heures. Et même si tu les planifies, tiens, le lundi, tu te chauffes, allez, dans le cas ultime, hein, qui n'arrive pas. Mais tu arrives le lundi, tu fais tous tes articles pour la semaine et après, ça marche tout seul. Et tu te fais 15 000 balles par mois. Bah, je veux dire, tu deviens un mégalo avec ça. Tu vois? Un article qui cartonne, quel pourcentage de ces articles vont sur Discover, du coup? Quelle marche sur Discover? Ça, en fait, ça va ouais. Alors, classique, ça dépend. Mais quand un site performe bien sur Discover, tout rentre. Ah ouais. 100%. Ah, donc le trafic doit Avec être des, énorme, quoi. avec des échelles de trafic différents. On est d'accord. Mais en général, tu as toujours un article qui performe bien et on va dire sur 4, les 3 autres qui performent pas mal, mais sans plus. Mais tu as des fois où tu as les 4 articles qui performent de ouf. C'est relativement rare parce que finalement, Google, il capte un petit peu, il met un petit peu un plafond de verre au site. Mais il y a un côté totalement magique, hein, derrière, hein. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est pas quand on est dedans, que le site performe dans Discover, c'est magique. La difficulté qu'on va avoir, c'est de rentrer sur Discover. Et là, et après, durer, c'est-à-dire que l'espace où tu es dedans, c'est génial. Tu es en mode, tu es le roi du monde. Ta problématique, c'est rentrer, et ta problématique, c'est durer, c'est-à-dire aux deux extrêmes. Rentrer sur Discover, c'est ce qu'il y a de. En fait, tu peux rentrer, mais tu ne dures pas longtemps des fois. Enfin voilà. C'est la vraie difficulté. Quand tu prends un site, tu commences à essayer. Il y a des sites qui vont jamais rentrer sur Discover parce que Google ne voudra pas, tout simplement. Tu pourras mettre toutes tes armes à disposition de l'éditeur de site. Si Google ne veut pas que tu rentres dans Discover, tu ne rentreras pas. À contrario, il fait rentrer des fois des sites, tu comprends pas pourquoi, hein. Ça reste une boîte noire, hein, totalement. Donc, c'est pas non plus toujours évident de rentrer. Et ensuite, en termes de performance, là aussi, ça va dépendre des sites. Il y a des sites qui ont une dimension qu'on appelle magique, de certaine manière. Je sais pas pourquoi, mais ces sites-là, et ça n'a aucun rapport avec le travail que toi, tu veux effectuer. Il y a une espèce de truc totalement, encore une fois, boîte noire qui fait que ça performe. À contrario, j'ai vu des sites médias qui étaient bardés de liens, bardés d'autorité, bardés d'historique, tout ce que tu veux. Ils marchent sur Discover, mais ils font même pas 10% du potentiel que toi, tu pourrais imaginer, quoi. Tu vois. J'ai été contacté par des médias, ils montraient leur site, je voyais leur stade, je dis, mais comment c'est possible? Vous passez aussi peu de Discover. Je vois vos contenus, enfin, je vois, c'est pas possible. Tu travailles dessus et tu vois, bah non, plafond de verre. Alors qu'on parle d'un média qui a une autorité de zinzin. Tu vois. Et tu disais qu'il y a des médias qui durent pas. Qu'est-ce qui fait que les mecs durent pas, du coup? C'est... Alors souvent, il y a plein de. C'est pas un média en général ne dure pas sur Discover, c'est que l'expérience utilisateur est mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que quand ça commence à bien marcher, l'éditeur a tendance à être moins exigeant par rapport au contenu qu'il est en train de mettre en place. Et surtout, faut pas négliger le fait que quand ça commence à fonctionner, la bonne strat, en fait, c'est de commencer à investir sur du contenu froid. Tu crées un site de bagnole, il rentre sur Discover, ça commence à générer de l'argent. Moi, toujours pareil, ma première recommandation, c'est commence à créer des pages froides sur les marques, les modèles, fais-moi des comparateurs, voilà, donne une dimension classique à un site d'automobile. Tu vas voir les automotos, les turbos, les machins, tu vois tout ce qu'ils font, toutes ces pages froides qu'ils ont, et tu commences à investir là-dedans. Comme ça, tu donnes à ton site une nature et une autorité naturelle qui ressemble à un vrai média. Ça sert à rien de le faire avant, parce que si le site fonctionne pas, bah, marche pas et rentre pas, c'est un peu du temps perdu. Mais et pareil, et après, investis dans un nouveau design, rends-le unique et essaye de le transformer en véritable petit média. Tu vois. Quand tu fais ça, bah, tu maximises les chances de durer dans le temps. Voilà. Si tu restes en fait sur le même format au moment où tu es rentré, si tu ne bouges pas de format, déjà, les chances de durer dans le temps commencent à faiblir. Et si derrière, bah, tu te relâches un peu sur la qualité des contenus, l'expérience utilisateur va se dégrader. Et en se dégradant, donc, Chrome va le détecter et bah, à la fin, va baisser ton audience et, et en général, à la fin, t'exclure en fait directement de Discover. Et tu reviens pas, quoi, Énormément derrière. de ouais. Et pour revenir, ça peut prendre des mois, des mois, des mois. Il y a énormément de turnover sur Discover. Énormément. Puis le problème, c'est Il y que a un quand socle, tu... Pardon. il y a un socle qui est stable.
gros médias, et après ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est très volatile. Et quand tu commences à performer dessus, en plus, tu peux faire all-in parce que, comme tu le disais, en fait, ça multiplie ton trafic par 10, voire par 100. Ça peut très vite devenir ton business model. Et, euh, et quand Google Alors, te quitte, t'es fini, en fait. voilà, tu es le cul par terre. Mais voilà, tu as zéro. Du jour au lendemain, tu peux passer de 500 balles par jour à zéro. Ouais, c'est hyper risqué. Il faut jamais en devenir à 100% dépendant parce que Jamais. ça reste toujours C'est la risqué. base. Discover, ça doit toujours rester un revenu complémentaire. Moi, je l'ai toujours utilisé comme un revenu d'investissement, on va dire. Euh, Pas un revenu, en fait, récurrent. C'est-à-dire que j'ai mes dépenses mensuelles, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Faut que je génère ça. Je gagne de l'argent avec Discover. OK, j'en fais autre chose. Je vais l'investir, ou je le mets de côté, enfin, ou je vais le dépenser. Voilà. Mais c'est pas un revenu que je vais considérer comme durable. C'est gagner au loto un petit peu tous les jours, quoi. Et si on rentre un peu plus dans le détail de la manière dont faire un article Discover, comment il se structure, déjà, il y a un truc que j'ai remarqué, il y a peut-être 1 ou 2 ans, j'ai l'impression que les titres Discover étaient 100% putaclic, comme à l'époque de Facebook, tu sais, le cinquième à vous étonner, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression que c'est moins le cas aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, je vois beaucoup plus de médias autoritaires dans mon flux. Quand il y a 1 an ou 2, je voyais plus un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que tu penses que Google Discover a beaucoup évolué là-dessus en quelques années? Ouais. Mais ce qui a surtout évolué, ce sont les utilisateurs. Les gens, si tu veux, et comme sur Facebook, hein, tous ces titres ultra putaclic, finalement, à la fin, les gens s'en lassent, cliquent moins dessus, ont donc moins d'impact, et à la fin, bah, en fait, Google fait le tri. Et donc, on arrive à quoi aujourd'hui? Il faut toujours essayer d'avoir des titres qui soient accrocheurs, mais pas provocateurs. Et surtout, je pense que tout le monde a bien compris que Discover, c'est génial, surtout si on dure dans le temps. Donc, ce qui veut dire que si j'ai une promesse dans mon titre, la promesse va être respectée derrière. Donc, on peut plus promettre tout et n'importe quoi. Si on doit dire que le cinquième va vous étonner, quand la personne va lire le truc, le cinquième va vraiment vous étonner. Toi, tu dois être vraiment de waouh, ah ouais, le cinquième, il m'étonne vraiment. Toi, tu es comme ça. Voilà. Là, ça a du sens. Tu vois? Ça ne veut pas dire que dans la construction du titre, il n'y a toujours pas des trucs et des astuces, hein. Les classiques, c'est interpeller la personne, lui parler, le vous, un côté positif ou négatif. Tu vois, voilà. Tu construis comme ça les mots magiques en fonction de ton audience. Voilà, tu construis un titre aussi de cette manière-là. C'est pas non plus un titre purement d'actualité. Non, non. C'est un titre qui doit interpeller la personne. La personne, quand elle lit le titre, elle doit se sentir obligée de cliquer dessus parce que ça la concerne. Tu vois, voilà. Il y a tout un mécanisme dans la manière de faire les titres qui est technique, hein. Faut oublier, par exemple, dans les grands médias aujourd'hui, sur pas mal de gros médias, il y a une espèce de travail à la chaîne dans la construction des articles qui est le rédacteur rédige, ça passe dans les mains de la personne qui va lire l'article, qui va construire le titre, qui va correspondre à Discover. Ensuite, quelqu'un va choisir une image. Et en fait, comme on est sur du média, c'est un peu particulier par rapport à d'autres. C'est la dernière personne qui va choisir à quelle heure on le publie. Tu vois, c'est segmenté. Et il y a des gens qui font des titres toute la journée. Fais-moi les titres. L'autre, il va choisir les images toute la journée. Et le dernier, il est là. Bon, alors celui-là, je vais le publier à 8h05, lui à 9h12, voilà. Tu vois, en fonction du temps d'intégration dans Discover, l'impact à quelle heure ça doit avoir lieu, et ainsi de suite. Tu vois? Donc, il y a une spécialisation de plus en plus grande au niveau Discover. Bah, chacun son rôle, quoi. Chacun les experts. Il y a une vraie expertise à faire des bons titres, hein. Moi, j'ai une amie, et ça lui vient en plus naturellement, elle fait des titres de zinzin, quoi, tu vois. Moi, je peux passer 4 heures à trouver un titre minable, et elle, en 2-2, elle arrive, mais non, mais tu mets ce mot-là, tu mets ça, et c'est bon, voilà, ça roule. Toi, tu fais, voilà, quoi. Mais si un article Discover il est si spécifique, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui un média il doit avoir limite 3 flux d'articles, un flux avec des articles qui ne sont que faits pour Discover, un avec des articles que faits pour le SEO et un limite que fait pour les gens qui viennent sur ton site via la page d'accueil? Dans les médias, aujourd'hui, le SEO est mort. Dans les gros médias, le SEO, grosso modo, il est mort. Mais, mis à part ce qu'ils peuvent encore faire au niveau code promo, et encore, ils se sont fait taper sur les doigts, au niveau des paris sportifs, enfin, voilà, des guides et tout. Là, il faut encore du SEO. Mais dans les gros médias, le SEO, on s'en fout du SEO. Le search, on s'en fout. Complètement. Ça rapporte rien.
Ça représente même pas 10% de leur trafic aujourd'hui dans certains cas. Discover prend tout, les réseaux sociaux prennent tout, et il reste encore un peu d'espace pour Google Actualité. Donc finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont maximiser finalement leurs articles pour Google Discover, sachant que grosso modo, bon, ça performera après ailleurs par ricochet en fait. Mais le flux SEO, non, le flux SEO par rapport à tout ce qui est média, il est quasiment nul aujourd'hui. Ouais, ok, les mecs ne font plus que du Discover en fait. Enfin, Oui, ok. bah, c'est 80% de leur trafic. Donc, bien évidemment, et le SEO, ça doit représenter 3-4%. Pourquoi investir là-dedans? Donc, Et sur les visuels, est-ce qu'il y a aussi des normes qui sont très spécifiques pour Discover, qui sont différentes du SEO? l'une des très rares recommandations de Google officielles, c'est d'avoir des images au format 1200 de large, format 4:3 à peu près. C'est une des rares choses qu'on a dit, donc format un peu grand. Euh, Au niveau des visuels, oui, bah, il faut pareil que le titre, il faut que le visuel impacte, il faut que le visuel attire l'œil, toi, te fasse arrêter de scroller. Enfin, voilà. C'est du marketing. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à regarder un petit peu là, comment on construit une image qui capte son l'auditoire, je suis allé lire des bouquins de marketing des années 50 américains. Sur les panneaux publicitaires, les 4x3, les grands, là, tu vois. Je me suis dit, eux, les mecs, ils ont tout compris de toute façon. Donc, let's go. On va relire les trucs. Et voilà. Et on te dit du gros plan, du flou derrière, des images contrastées, plutôt dans des tonalités un peu rouges, des visages, bam, 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 tu vois, voilà. Euh, Comme des vignettes YouTube en fait. alors, ça, pas aussi agressive. Tu peux pas être aussi agressif. Tu dois être dans la subtilité. Les gros montages qu'on voit sur YouTube, par exemple, performent très mal sur Discover aujourd'hui. En fait, on n'en voit quasiment pas. Non, parce que non, tu dois chercher une photo, tu peux faire un petit montage, mais ça doit être quand même assez light. Mais non, tu vas surtout aller dans des banques d'images qui ont ces caractéristiques-là. Et ensuite, par-dessus, ou faire de l'IA, hein, tout simplement, ça marche très bien l'IA aujourd'hui. Ça marchait pas au début parce qu'évidemment, c'était une mauvaise qualité. Mais aujourd'hui, avec idéogramme, ou voilà, c'est très 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 bien. Et donc avec quelques retours, tu peux faire, allez, tu peux la couper en deux, faire deux, trois bricoles. Mais si tu commences à aller trop loin et à tomber comme des vignettes YouTube, là, ça ne marchera pas. Google ne l'accepte pas, en fait. Clairement. Et Google aussi, tu parlais de leurs guidelines, on sait que dans le SEO, ils nous ont rabâché pendant des années avec le EEAT, enfin, qui était le EAT, puis après le Ouais, EEAT. ouais. Du coup, expérience, expertise, autorité, fiabilité. Euh, Est-ce que c'est relativement similaire sur Google Discover ou comme tu le disais aujourd'hui, le EAT c'est un point de départ, mais au bout du compte, tout ce qui importe à Google maintenant, c'est est-ce que ça marche pour les utilisateurs? Le EAT, en fait, alors, pour rentrer dans Discover, moi, j'ai tendance à dire, ouais, il faut avoir tous les bons critères et tout. Bon, en fait, finalement, pas tant que ça. Par contre, là où ça va être indispensable de les avoir, c'est pour durer dans le temps. Si tu les as pas, tu dureras pas longtemps. Tu dureras pas longtemps. Donc, c'est dans le cadre de Discover, si tu veux, aujourd'hui, par exemple, au niveau des auteurs, c'est vrai qu'idéalement, il faut des vrais auteurs avec un vrai historique, un vrai profil, une vraie vie en dehors du truc. Ça fait partie, tous ces éléments-là font partie des paramètres qu'il faut que tu vas durer dans le temps. C'est pas nécessairement, je crois que c'est pas vraiment un paramètre pour rentrer sur Discover. C'est un paramètre pour performer et pour durer. C'est vrai. Alors, évidemment, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, bon, bah, tu dis, bon, on met tout en place, hein, on se prend pas la tête, parce que de toute façon, ça servira quoi qu'il arrive. D'avoir des vrais auteurs, avec une vraie bio, enfin voilà. Si on arrive à avoir une vraie photo, un vrai machin, un vrai truc, c'est quoi qu'il arrive, bon. Avoir des pages froides qui parlent de plein d'autres sujets, c'est bon aussi. Tous ces éléments-là qu'on a en SEO, ça compte énormément. Mais non, non, ce qui compte le plus, c'est la satisfaction client, simplement. Et il faut que les gens, quand ils lisent un article, ils l'aiment. Donc, ils le lisent bien en entier, qu'ils le partagent, qu'ils en lisent l'autre. C'est ça que mesure Chrome principalement, en fait. Parce que finalement, c'est à ça qu'il faut toujours se mettre du côté de Google. Que fait Google sur ma page? Donc, qu'est-ce qu'il analyse? Qu'est-ce qu'il voit? Euh, il voit plein de choses, hein. Mais pour lui, le plus facile, c'est bah, les gens, ils arrivent, ils rentrent, ils lisent, ils lisent un autre article, ils ont l'air contents, cool. Le reste, il sait que c'est pas du fake. Donc, il va évidemment minorer son importance. Bon, Le EAT aujourd'hui, c'est surtout, ouais,
Si c'est lu, si c'est partagé, si les gens y restent, c'est bon, quoi. Ça montre que le travail est bien fait. On s'est beaucoup préoccupé du fait que Google détectait le contenu généré par IA avec des modèles, des algos et autres. Mais finalement, avec le recul, Google n'a pas besoin de ça parce que Google s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, si tu fais un contenu IA qui est très bien écrit, c'est tout ce qui importe à Google, non? Alors, déjà, de base, il faut jamais oublier que Google est un très mauvais lecteur. Il a la capacité de lecture et de compréhension d'un enfant de 7 ans. Là, ça va pas plus loin que ça, hein. En termes de pour comprendre la granularité, le style. Non, non, ça, il comprend que dalle, hein. Par contre, il comprend tout ce qui est autour. Là, c'est un expert. La structure, est-ce qu'il y a du H1, est-ce qu'il y a du H2, est-ce qu'il y a du gras, est-ce qu'il y a des italiques, est-ce qu'il y a du maillage interne, est-ce qu'il y a, voilà, tous ces éléments-là, est-ce qu'il y a une image au milieu, est-ce qu'il y a une vidéo, est-ce qu'il y a un post Twitter à l'intérieur, voilà, tous ces éléments qui vont démontrer que derrière ça, il y a une intervention humaine, il y a une structuration du contenu, ça, il va parfaitement le comprendre et il va le valoriser. C'est comme ça qu'il fait la différence entre un texte construit avec tous ces éléments-là et un pâté de texte généré par IA bête et méchant, où il va se dire, mais quelle est la valeur ajoutée ici? Et en même temps, quelqu'un qui va lire ça, zéro valeur ajoutée, c'est incompréhensible et je me casse. Tu vois. Donc, oui, oui. Ce que cherche Google, c'est que les gens ils soient contents, hein. Détecter ou pas l'IA, c'est pas un enjeu en fait. C'est absolument pas un enjeu. C'est pas parce que tu as un site qui est fait avec 100% d'IA que le site va durer moins longtemps sur les serveurs. C'est bien. Et il y a plein d'études qui disent, ouais, mais quand vous avez un site, les sites faits avec de l'IA durent moins longtemps sur les serveurs que des sites faits avec des humains. Bah, en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand ils font des sites avec des IA, ils envoient, ils sont Et il lance sauvages, il faut l'imprimante et attention puis voilà. voilà, il faut attention à rien, il n'y a pas de mise en page, il n'y a pas de structuration, il n'y a que dalle, alors que quand c'est de l'humain, ça leur a coûté 30 € l'article, ils font attention derrière. À mettre bien le truc, bien cadré, enfin, ils font un effort, ils mettent de l'amour à leur site. Donc, évidemment que dans ce cas-là, c'est ce que va détecter Google et ce qui va faire que le site dure. Moi, je connais des sites super propres, bien faits, c'est du full IA, hein. Et ça cartonne de ouf. Et ça dure, ça dure, ça dure. Parce qu'il y a quand même un peu d'amour qui a été mis là-dedans. Et combien faut écrire d'articles par jour sur Google Discover? Est-ce qu'il y a une limite maximum? Est-ce qu'il y a un minimum? Ouais, alors, moi, en général, on commence par un par jour pour voir ce qui se passe. Et quand ça commence à prendre, après, on va monter à 4-5. Moi, j'ai eu des époques où j'en faisais 20, 30, 40 par jour. Bah, finalement, à un moment, tu satures ton audience et ça marche pas. Mais à 4-5 par jour, tu peux bien tourner, rester un peu sous les radars, c'est-à-dire pas te faire trop attaquer et durer dans le temps. Et à 4 par jour, en fait, pour Google, euh, c'est cohérent pour à peu près n'importe quel site, finalement. Au-dessus de 10, il dit, attends, là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est un site, et, je sais quoi ce truc, un petit machin, c'est pas un média que je connais, enfin, d'où il sort, enfin, tu vois. On peut dire d'un point de vue de l'algorithmie, il peut se poser des questions qui se posera pas si on est à 4-5 par jour. Donc, moi, j'ai tendance à dire 4-5 par jour, c'est très bien. Faut mieux gagner 200 sur un site, et puis on va en lancer un deuxième, et puis on va essayer un troisième, et voilà. Répartir aussi un peu les risques. C'est quand même aussi ultra important avec Discover de ne pas mettre tout sur un seul site et essayer de se diversifier, même si c'est très compliqué à faire. Mais du coup, tu parlais de plafond de verre, de trafic potentiel. Euh, pour toi, avec les médias que tu as pu accompagner à travers le temps, quel trafic tu peux atteindre avec Google Discover? Oh oui, bah, il y a des sites médias qui sont arrivés à 20, 30 millions par mois, dépassant le million quotidien. Mais un site fait par des humains, simples dans son, voilà, on va dire tout seul derrière son écran, oui, oui, il y en a 8 qui ont performé à plusieurs millions par mois. 5, 6, 7 millions par mois, avec 4, 5 articles par jour. Ça, on le voit moins aujourd'hui, mais on l'a vu il y a 2, 3 ans. Mais je pense que déjà aujourd'hui, sur Discover, en étant seul, en dédiant, allez, 1h30, 2 heures par jour, ça peut faire du 100 000 visiteurs jour, donc 3 millions par mois. C'est pas du tout. Discover permet ça en fait. Au-dessus, ça va commencer à piquer un peu, mais le potentiel du 100 000 jours, c'est un peu ouais, c'est un peu l'objectif. C'est un peu l'objectif qu'on peut avoir. Mais c'est compliqué, attention, hein, en général, on est plutôt aux alentours des 10-15 000, hein. Mais en termes de vrai plafond, je pense que le vrai plafond, c'est d'arriver à tenir à 100 000 par jour. Là, ça devient, voilà. Là, tu rentres dans un truc qui est high level.
tu as un problème de bassin d'audience aussi et de concurrence. Si tu es dans l'univers People, alors évidemment, l'univers People, si tu arrives à avoir la news du jour, tu peux faire 1,5 million, 2 millions dans une journée. Sauf que tu as énormément de concurrence. Donc, en général, c'est plutôt, ton actu, elle est mélangée avec plein d'autres. Bon, les gros, ils prennent tout le gâteau et toi, il te reste des miettes. Sur des niches, par exemple, tu peux arriver à faire, peut-être seulement 20 000 visiteurs par jour. Ouais, mais c'est toi qui es le boss du game. Là, tu prends 80% de l'audience. Donc, ça veut dire que c'est toi qui vas tuer la concurrence. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est un rapport à la concurrence. C'est un rapport au bassin d'audience potentiel. Évidemment, si tu es, je sais pas, c'est pas le public sur l'univers des montres n'est pas le même que l'univers des voitures, quoi. Tu vois? C'est pas le même public, c'est pas la même quantité, c'est pas les mêmes centres d'intérêt, c'est pas non plus la même exigence en termes de contenu, en termes d'information. Enfin, voilà. Tout est différent. Tout est différent. Mais sur le SEO traditionnel, il y a plein de keyword tools qui te permettent justement de trouver les thématiques qui marchent facilement en fait, parce que tu vois, tu prends, je sais pas, Ahrefs ou autre, SEMrush, ils scrapent tous les résultats Google, ils arrivent à trouver les volumes. Mais quand il s'agit de trouver les thématiques sur Google Discover, est-ce que c'est du doigt mouillé? Est-ce que c'est de l'intuition? Comment Alors, tu fais? il y a sur Google Discover, ça, on va plutôt parler de topics, par exemple. Typiquement, on va arriver sur le printemps, un topic soir, va être le jardinage. C'est le printemps. Ce sont des périodes, c'est des moments. Noël, c'est Noël, voilà. Et autour de ça, en fait, qu'est-ce qui va compter? C'est pas des mots-clés, ce sont des intentions. Le comment tondre sa pelouse, on sait que c'est un banger. C'est un truc de malade. Sortir sa piscine d'hivernage, toi, tu sais que ce sujet-là, tu sais que ça va cartonner, mais c'est voilà. Donc il faut l'envoyer, il faut envoyer. Et puis, alors, une autre particularité de Discover, c'est que en fait, l'espionnage est industriel à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand toi, tu as trouvé un sujet qui performe, tu vas avoir tendance à rester sur ta thématique et à le répéter un petit peu. Dis-toi bien que tous tes concurrents, ils récupèrent tous tes résultats. Et toi, tu fais exactement pareil. Et à partir du moment où tu sens que chez un de tes concurrents, il y a des sujets qui reviennent de manière périodique, tu sais que ça veut dire que ça va fonctionner. Donc, tu prends les sujets et tu les utilises, toi. T'as- Tout le monde le fait. Moi, ça me fait toujours rire quand j'envoie des éditeurs qui disent, ouais, je suis plié par tel truc. Non, mais lui-même, il fait pareil, hein. Donc, il y a un moment, l'hypocrisie, ça va 2 minutes, quoi. Discover, c'est le royaume de l'espionnage. Il y a Il y a, il y a des pénalités comme sur le SEO ou c'est le duplicate content n'est pas pris en compte dans Google Discover. Voilà. Aussi simple que ça. Je prends un article, je fais copier, coller, publier, je peux faire plus de trafic que la personne que j'ai copiée. quoi qui te différencie? C'est ton autorité, que ton article est mieux écrit, qui respecte mieux les Euh, titles, les... Ça peut être le bol, tout simplement. L'autre, il a publié trop tôt. J'arrive à publier au bon moment. Voilà, plus d'autorité, un peu plus de ce que tu veux, mais le duplicate content n'existe pas sur Google Discover. Donc Google s'en fout. Pour mesurer tes perfs, du coup, est-ce que la seule solution aujourd'hui, c'est... euh, pardon, j'ai plus en tête l'outil de Google qui permet de mesurer ces keywords SEO C'est sur le la Google Search la Search Console. Console. Et il n'y a que la Search Console aujourd'hui. Il n'y a pas d'outils comme SEMrush ou Ahrefs parce que finalement, le flux, il n'est Alors, pas auditable. Href, non. Href, non. SEMrush arrive à mesurer un petit peu via SEMrush Trends et on va récupérer seulement ce qu'on appelle le trafic direct mobile. On va, et on part du présupposé que le trafic direct mobile, c'est du trafic Discover. Point barre. Et à partir de là, où on va avoir du trafic à peu près, on va pouvoir mesurer un petit peu. En général, c'est comme ça qu'on peut espionner correctement les concurrences. C'est-à-dire qu'on va dans la concurrence, on met le site du concurrent, on a tout son trafic direct mobile depuis 2 ans, on a, allez, 1000 URL. Bon, grosso modo, on sait que ces 1000 URL là, elles ont performé dans Discover. Voilà. Donc, on va garder les titres et on se fait un listing. Et on fait comme ça. Et on sait que le voisin en face fait exactement pareil avec toi. Donc, à la fin, ça devient totalement, c'est consanguin parce que, je veux dire, le commenton de sa pelouse, tu vas voir que dans un mois, tu vas en voir deux avec la feuille. Et Google Trends, du coup, ça doit aussi être un bon outil pour trouver des thématiques parce que tu peux voir un peu ce qui commence à monter. Alors, c'est intéressant. Tu peux regarder Google Trends, tu peux regarder évidemment tout ce qui est Twitter, hein, enfin X, hein, les trends de X. Tu vas avoir pas mal d'informations qui vont remonter, sauf que là, c'est une information qui est en temps réel. Or, l'information qui est en temps réel, donc qui est quand même liée à l'actualité,
Sur Discover, c'est majoritairement quand même les gros médias qui vont prendre cette information-là. Et toi, quand tu es éditeur de site plus petit, ce qu'on va te laisser, c'est la partie topic, donc la partie evergreen. Tu vois? Donc, en fait, tout ce qui va être trends, topics et ainsi de suite, en fait, c'est beaucoup plus lié, en fait, à des marronniers et à des sujets, en fait, dont tu sais que les gens vont être intéressés. Typiquement, tu vois qu'en France, il va pleuvoir le week-end prochain. Donc, la France sous la pluie, ok. Donc, tu vas sortir comment sécher ses bottes, comment garder son parapluie. Voilà, tu vois. Tous ces éléments-là qui sont pas des actualités, mais qui sont liés à la contingence actuelle, vont être intéressants. Faut-il sécher ses chaussettes sur un radiateur tu vois, voilà. Ça a performé sur Discover. Parce que ça correspond aussi à un centre d'intérêt de la personne à un moment T. Tu rentres chez toi, t'es mouillé, commence à sécher des trucs un peu n'importe comment. Bon, ben, c'est ton actualité un petit peu, tu as cherché à la météo, les machins, et ainsi de suite. Google va détecter que bah, tu as un certain centre d'intérêt entre les fringues et la pluie, et ben, tu vas voir remonter tous ces articles-là. Et quand tu vas voir pourquoi il ne faut jamais mettre ses chaussettes sur le radiateur alors que toi, tu viens juste de le faire comme des centaines de milliers de personnes, tu vas cliquer. Tu vas cliquer pour savoir pourquoi il ne faut pas mettre les chaussettes sur le radiateur. Ouais, ça concerne tout le monde, quoi. Tout le monde. Ouais. Et là, oui, tu peux faire 100 000, 200 000, 300 000 visiteurs en quelques heures. Tu vois? Le problème, c'est que Il faut être connecté il faut être, la force, quelqu'un qui est bon sur Google Discover, c'est quelqu'un qui a cette connexion avec ce qui est en train de se passer dans la vie quotidienne des gens, au jour le jour. Comprendre ses centres d'intérêt du moment. C'est pas lié à une actualité, hein, c'est lié à l'ère du temps, on va dire. Tu vois? Typiquement, toi, je sais pas, les premiers week-ends où à Paris, il va commencer à faire gros, ben voilà, les meilleures adresses à Paris pour prendre son café, son machin. Voilà, ça a fonctionné. Tu vois, les congrès, les visites, les trucs. Ça va intéresser énormément de gens. Donc, tout d'un coup, tu vas aussi performer sur Discover sur ce genre de choses. Sur la mode, tu vois, voilà. Le printemps, c'est riche en plein de trucs, hein, tu vois. L'été, ça va être les plages, les vacances, les trucs, ouais, tu vois. La rentrée, c'est la rentrée scolaire, donc tous les sujets de rentrée scolaire, tu sais que ça performe. Noël, c'est Noël, évidemment. Voilà, tu vois, tu as des grandes tendances générales, et après, tu as des petites tendances, là, comme ça, qui arrivent de temps en plein hiver. Tu vois, si tu fais des sujets isolation, humidité, tu sais que ça marche. Tu sais que ça fonctionne parce que les gens, ils attirent j'ai de l'humidité par les murs et tu vois, boum, cette solution assez facile pour lutter contre l'humidité, tu cliques. Ben, t'es euh, méchant, ben, tu cliques, hein. sur l'exemple que tu as donné sur les chaussettes, par exemple, sur le radiateur, est-ce que c'est pas quelque chose que tu peux simplement recycler tous les ans à la même période et faire le même Et article et ça remarche? ben, tu le recycles dès qu'il pleut, hein. Ouais. Donc Dès les qu'il pleut, médias, tu ils recycles. ont une liste d'articles comme ça qui recyclent Oui, continuellement? bien sûr, bien sûr. Tu as un dataset, en fait, tu gardes en fait toutes les idées qui ont bien fonctionné. Tu vois, tu l'analyses en permanence, hein, les patterns. Sur les Search Console, donc, tu l'utilises à mort, à mort. Donc, tu sais que tu as un dataset qui peut être catégorisé en catégories, en topics, en dates. Bah, typiquement, par exemple, ce que tu fais, c'est que tu gardes tous tes articles qui ont bien fonctionné en novembre. Arrive novembre, tu dis, bon, l'année dernière, qu'est-ce qui a marché? Clique novembre, tu as tous les articles qui ont bien performé en novembre, et il y en a plein qui vont être, bah, ça, on peut le refaire, on peut refaire, on peut refaire, on peut refaire, on peut refaire. Grosso modo, tu as presque la moitié qui se répète tous les ans, hein. À partir du moment où tu as un bon dataset, c'est magique, hein. Et si tu connectes ce dataset à une IA qui va faire la sélection et le trait tout seul, bon, là, on est vraiment sur j'appuie sur un bouton, hein. J'avais vu une étude il y a pas longtemps sur le fait qu'il y avait beaucoup de sites totalement inconnus l'an dernier qui s'étaient lancés récemment, qui faisaient du contenu full AI et qui rankaient très bien sur Google Discover parce que les mecs maîtrisaient très bien les algos. Euh, Est-ce que c'est pas un problème le fait que finalement il y a pas de check news, tu vois, il y a pas de vérification de la véracité des infos. Donc tout le monde peut partager de n'importe quoi et il doit y avoir beaucoup de contenus qui sont complètement bullshit en fait, non? Alors, il y a deux éléments. Ceux qui sont en full IA, full automatique, j'appuie sur un bouton, hein. Un, ils rentrent, ils performent, ils cartonnent et ils sont virés au bout d'un mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Il y en a très peu. Il y en a peut-être 3, 4, 5 qui arrivent à durer dans le temps, mais en général, ces sites-là, ce sont des sites qui sont condamnés à disparaître très rapidement. Alors, c'est sûr, ils vont en relancer un autre, ainsi de suite. Mais il y a aucune stratégie derrière.
Et donc, ça reste du spam indexing comme on en faisait depuis 20 ans. Tu vois, c'est rien de neuf sous le soleil. Hein. Tu vois, c'est pas... Avant, c'était du spin, maintenant, c'est de l'IA, ça change strictement rien. Après, en ce qui concerne les fake news, c'est un vrai sujet. Hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'audience de ces sites-là sur l'actualité, elle est quasiment nulle. Donc, en termes d'impact, on est quasiment à zéro. Ce qui n'empêche que ces articles existent avec des fake news, enfin, plus que des fake news en général, c'est soit des hallucinations de l'IA, soit que le dataset de l'IA était mauvais. C'est-à-dire que l'IA a remonté une information qui était fausse parce que dans son dataset, en fait, ce qu'elle avait scrappé était erroné. Ou sinon, des hallucinations, c'est-à-dire que l'IA a voulu absolument nous faire plaisir à nous donner une réponse et il n'y en avait pas de bonne, elle en a inventé une troisième. Donc là, c'est problématique. Mais c'est une problématique qu'on va retrouver partout en fait. Hein. En ce moment, il y a une vraie, il y a un vrai débat avec certains journalistes qui ont fait des articles dans Next, dans Libération, justement sur ce sujet-là. Euh, mais pour autant, est-ce que les journalistes sont parfaits? Ils font aussi des erreurs. Voilà. Le taux de véracité, si tu veux, entre une IA et un journaliste qui fait pas toutes les vérifications derrière, je dis pas qu'on est au même niveau, mais on n'en est pas très, très loin finalement. Non, mais je veux dire, tu vois, faut savoir aussi balayer devant sa porte. Je pense que c'est un sujet qui est beaucoup plus large sur la problématique de la gestion de l'information, de son interprétation et quasiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Puisque une même donnée en fonction de l'interprétation que tu vas avoir, bah, tu vas la traiter de manière positive ou négative. C'est un problème d'orientation personnelle. Et la personne en face de toi, si elle n'a pas la même orientation politique ou idéologique ou ce que tu veux, pourra considérer que tu es en train de véhiculer une fake news. Donc, le concept de la véracité pure et dure d'une information, c'est pas toujours évident à maîtriser. Il y a des cas, hein, l'article de loi, c'est le 413, c'est pas le 430. Tu vois? Ok, là, on est d'accord. Mais sur ce genre de choses-là, en général, l'IA se trompe pas trop. Elle peut se tromper, mais en général, elle se trompe pas trop sur ça. Mais un humain se trompe aussi, quoi. Donc oui, il y a une chaîne de vérification à mettre en place, qui est pas toujours simple à mettre, mais que par exemple, aujourd'hui, moi, en tout cas dans mon cas, dans la chaîne de production, je suis en train d'intégrer par exemple Google Gemini comme fact-checker. Parce que finalement, Google Gemini, c'est l'IA qui a le plus gros dataset. Et de loin, c'est du Google, hein. Et elle comprend assez bien quand on lui demande de vérifier une information. Parce qu'elle va vraiment, elle se met bien dans l'optique de vérifier l'information et de relever s'il y a des erreurs, oui ou non. Voilà. Parce que finalement, si c'est moi qui vérifie, pour moi, ça a la même. C'est moins valide que si c'est une IA quasiment parce que je suis un humain et donc je peux me tromper tout autant qu'une IA. Quoi. Le concept de vérifier la véracité d'une information, c'est un vrai problème, mais c'est pas parce que c'est un humain qui le fait que c'est forcément mieux, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est une problématique, hein. Et de toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est que Google en est parfaitement conscient. Et c'est pour ça qu'ils virent énormément de sites régulièrement Discover. Et que, par ailleurs, tout ce qui va concerner l'information, c'est en général les plus gros médias qui vont prendre cette partie-là. Donc Google est parfaitement conscient que Le Monde, Libération, Le Figaro sont les médias qui vont dominer en fait la partie actualité, parce que finalement Google sait que là normalement c'est là qu'il y a le moins de conneries, quoi. Et il va laisser aux éditeurs Discover le pondre la pelouse, enfin tout ce qui n'est pas entre guillemets stratégique entre guillemets, tu vois. Ouais. Ça, Donc, il y a ça une t'a- répartition des lieux et des places qui sont quand même importants. Et Google essaye de faire le job. Google est énormément critiqué par la presse parce qu'il considère comme laxiste, mais c'est parce qu'en général, ils comprennent strictement rien au mode de fonctionnement de Google. Google exclut énormément de sites de Discover pour fake news, pour voilà. Sauf que des fois, il est un peu lent. Enfin, un peu lent à leur goût, à eux. Tu vois, parce que pour eux, il faudrait que ce soit magique. Tu vois, non, ils prennent une semaine ou deux et voilà, quoi. Ça t'est arrivé Et de prendre des petits médias, enfin, des tout petits médias qui t'ont recruté et que les mecs, donc qui faisaient pas de Google Actu, et les faire exploser sur Discover? j'en ai eu certains ouais, qui ont fait des books. Ah oui, qui sont passés de 10 000 à 100 000 par jour, oui, tu leur changes la vie. Tu Et leur est-ce qu'ils ont changes la vie. réussi à se maintenir malgré le fait qu'ils n'étaient pas du tout orientés Discover et Google Actu? En fait, la grande difficulté, c'est comment tu expliques à une équipe de rédaction que la première chose que je vais expliquer, moi, c'est quand vous écrivez un article, vous n'allez pas l'écrire pour vous-même, mais vous allez l'écrire pour un public. Déjà, ça, c'est compliqué.
Parce que la problématique que je rencontre très souvent avec des journalistes, c'est qu'ils ont tendance à écrire des articles que eux-mêmes aimeraient lire. Donc là, j'en dis non, il faut écrire pour une audience, pour un public. C'est déjà pas évident parce que pour eux, c'est dénaturer leur travail. Enfin, c'est assez problématique de faire passer le message. Mais quand le message passe, c'est qu'ils comprennent qu'en fait, finalement, bah oui, on est là pour véhiculer une information. L'idée, c'est que notre information soit lue par le plus grand nombre parce qu'on considère que notre information, elle est bonne. Ils commencent à s'adapter un petit peu aux méthodes, à la méthodologie. Donc, on arrête de faire des articles trop longs, on va les raccourcir un peu, on va mettre un titre un peu plus sexy. On va chercher une image, on va prendre un peu plus de temps pour chercher la bonne image et faire en sorte de performer sur Discover. À partir du moment où tu commences à avoir des résultats, bah, pour eux, ils disent, bah, je suis en train de pérenniser mon travail. Tu vois? Parce que dans plein de cas, en fait, la problématique des petits médias, c'est que ils sont en déficit, hein, ils se payent même pas un SMIC. Enfin, je veux dire, quand tu commences à leur expliquer et quand ils commencent à comprendre qu'ils peuvent gagner un peu plus, se dire que voilà, en faisant tout ça, bah, ça peut faire en sorte que le site soit plus périn en travaillant d'autres éléments après, en se renforçant à droite et à gauche. Très rapidement, quand ça commence à prendre, bah, tu as le principe de réalité qui te rattrape et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très très bien. Parce que pour certains, bah, tu multiplies leur salaire par deux. Enfin voilà, tu vois, je veux dire, c'est que du bonus, hein. Et finalement, le fait d'arrêter de considérer que leur manière de rédiger, c'était les articles que eux-mêmes aimeraient lire, rien qu'arriver à faire ce switch-là, ça change tout. Ça change tout. Tu disais qu'une erreur commune, c'était que les rédacteurs n'arrivaient pas forcément à écrire pour le lecteur plutôt qu'écrire pour eux. Euh, Parmi tes clients, c'est quoi les trois plus grosses erreurs que tu vois pour les gens qui se lancent dans Discover? Alors, si tu en as plus que trois en tête, tu peux aussi, hein. Ou si tu en as moins que trois, c'est pas grave. Mais les plus grosses erreurs que tu vois. La plus grosse, alors, dans les erreurs assez communes, c'est évidemment la partie contenu, hein, c'est ne pas penser à la typologie de lectorat que je vais avoir. Bah, typiquement, si tu as un site qui parle de skate et de basket, tu vas écrire dans un langage plutôt, entre guillemets, jeune et pas un langage de vieux con, quoi. Ça, c'est basique, hein, mais tu le vois. Bah, je veux dire, la structure des phrases va pas être la même, le vocabulaire, enfin voilà. S'adapter à son public, ça reste quand même fondamental. Quand tu es un média, une des grosses erreurs que tu vas voir, c'est la problématique de l'entonnoir au niveau du contenu. C'est-à-dire qu'ils vont publier tout en même temps. Et donc, c'est pas un bon plan parce que finalement, Google fait le tri. Il en prendra un ou deux puis basta dans Discover. En fait, il faut penser, voilà, on va espacer un petit peu, grosso modo, si on peut, toutes les heures, toutes les demi-heures, pour laisser un article rentrer, bien s'indexer, être en compte sur Discover, et ainsi de suite. Tu vois, par vague, finalement, puisque une grosse vague, mais plein de petites vagues, c'est beaucoup plus important. Alors, en fait, si on doit en prendre un troisième, quand il y a un média qui publie un certain volume d'articles, qui est donc Genius, l'heure de publication est fondamentale. C'est même vital. Je prends toujours cet exemple-là parce que c'est le plus significatif. Un gros média avait investi énormément d'argent pour se monter une équipe pour faire de l'horoscope. Donc, un horoscope par signe tous les jours, plus 4-5 articles autour de chaque page. C'était un gros pack horoscope, gros investissement au niveau d'un point de vue éditorial. Ils publiaient toujours ces articles-là, ils les envoyaient en même temps, entre 8 heures et 9 heures à peu près. Zéro impact, zéro discours, ça marchait pas. Je suis arrivé, j'ai dit non, on va commencer à publier à 3 heures du matin, jusqu'à 6 heures du matin, on va segmenter tout ça. Du jour au lendemain, quasiment, ils sont passés de 0 à 1 million par jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'horoscope, ça se lit au réveil et dans le métro. Donc, ça impacte de 6 heures. Si tu l'envoies à 8 heures, la journée, elle est déjà passée. Les gens ont déjà lu leur horoscope, ils ont déjà vu leur machin. Donc, l'heure de publication est fondamentale. Typiquement, à 10 heures, 11 heures, en te disant, voilà, cet article-là va performer sur Discover entre midi et 2, au moment où les gens sont en train de manger. Je veux des articles qui incitent au partage, au débat, voilà, à la discussion, à l'échange, un truc sympa, tu vois. Fin d'après-midi, les gens sont fatigués, ils ont bossé toute la journée, ils sont crevés, ils sont dans le bus, dans le métro, ils s'emmerdent. Détente. Tu vas pas leur prendre la tête avec le théorème de je sais pas quoi, tu vois. Non. Tu leur envoies de la détente, du chill, du marrant, du drôle, du léger, de la recette de cuisine, qu'est-ce qu'on mange ce soir, le classique, et qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, classique. Ça fonctionne de ouf, tu vois.
Et le matin, si tu es en dehors horoscope, le matin tôt, là, tu peux envoyer des sujets un peu plus costauds. Oui, on se réveille, on se lève, on veut s'informer, on a les idées claires, on va comprendre plus de choses, on a besoin de s'informer. Tu peux envoyer du lourd d'un point de vue lecture. Tu vois, chaque instant de la journée a son momentum et tu dois adapter aussi ton contenu par rapport à ça. Si tu as un plus petit média, c'est-à-dire qui a un faible volume de contenu, qui n'est pas lié à grand-chose d'extérieur, tu peux envoyer toute la journée. La journée, c'est pas trop grave parce que finalement, ton article performera à la bonne heure le lendemain. Voilà, grosso modo. Mais même si tu es un petit, par exemple, imaginons que tu es dans le jardinage, tu sais que ton fort, ça va être le week-end. Bah, ça veut dire que le vendredi, tu vas publier plus d'articles. Le samedi aussi, le dimanche aussi. Le dimanche matin, très tôt, pareil, très tôt, parce que pourquoi? Les gens, ils sont dans leur jardin, c'est leur thématique du week-end. Donc, ils vont être curieux d'acheter des trucs, tu vois. Et tu sais aussi que le lundi et le mardi, si tu veux faire du discover dans l'univers du jardinage, il faut présenter des produits. Parce que les gens, ils vont se laisser tenter, ils vont l'acheter. Pourquoi? Pour le recevoir pendant la semaine, pour l'utiliser le week-end suivant. Tu vois? Typiquement, le lundi, c'est quel équipement pour tondre sa pelouse. Le mardi, quel équipement pour couper sa haie, et ainsi de suite, tu vois. Parce que les gens, ils vont lire ton article, ça va faire tilt. C'est vrai que pour tondre ma pelouse le week-end prochain, si j'avais une tondeuse sympa, bah, je vais aller acheter la tondeuse. Et ben, tu vois, tu es dans ce genre de choses. Tu dois toujours t'adapter à ton audience en termes de topics, de ses centres d'intérêt, de ce qu'elle a envie. Voilà, tu t'adaptes. Tu t'adaptes en permanence. Tu dois être à l'écoute de ton public. C'est fondamental. Bah, c'est vrai que pour le SEO, déjà, il fallait être plutôt bon psychologue pour comprendre ce que les gens cherchaient. Mais j'ai l'impression que pour Discover, en fait, c'est encore plus le cas. C'est avant tout de la Oh, c'est psychologie. clair. Ouais, faut se Non, mettre mais à la parce que, place si du tu veux, user. sur le SEO actuel, c'est bien, hein, ça, c'est la tendance actuelle, hein. C'est l'intention de recherche. Hein. Donc là, Tiff, tu peux demander à Laura Blanchard de faire un podcast avec toi. L'intention de recherche, c'est elle qui maîtrise probablement le mieux le sujet en France. Euh, c'est hyper intéressant. Mais au niveau de Discover, l'intention de recherche, c'est un élément parmi plein d'autres. Tu vois, parce que nous, on est dans la recherche prédictive, c'est-à-dire que Discover, en fait, il anticipe ce que tu pourrais imaginer chercher tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est dystopique quasiment. S'il y a un Alors qu'en média qui... SEO, Pardon, vas-y, fini. Excuse-moi. non, non, c'est bien. S'il y a un média qui nous écoute et qui se dit bon, c'est bon, faut que je me lance sur Discover, là, faut que j'y aille. J'avais pas pris conscience de l'importance du trafic. À ton avis, entre le moment où il commence à bosser sur le sujet et le moment où vraiment le trafic arrive, faut qu'il attende combien de temps? Moi, ça peut être dans la journée, hein. Ça Juste peut en être publiant ultra les bons rapide, hein. contenus. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est progressif, hein. En général, tu commences petit, puis ça commence à prendre de la taille, et ça explose. Mais des fois, oui, moi, j'ai déjà vu des cas, des sites hein, qui faisaient pas de discover du tout. C'est arrivé, trois, quatre contenus, on va tester deux, trois bricoles, boum, le lendemain, il était sur Discover. Le lendemain. Ah ouais. Ça marchait direct. Donc, alors, il y a plein d'autres cas où il est jamais rentré, hein. Tu vois, je veux dire, l'amplitude est énorme, hein. Mais on a des exemples comme ça, il est à l'appel. Tout simplement parce que c'est pas pris en compte, parce que les gens considèrent que c'est pas un objectif pour eux, c'est pas intéressant, c'est pas leur audience. Enfin voilà, tu vois, ça peut être mille et une choses, hein. En général, quand il y a un vrai média, tu es déjà dessus. Tu es déjà dessus. Et tu es déjà conscient de son importance. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun média qui n'est pas pleinement conscient de l'importance de Discover. Il y en a très très peu. C'est, et c'est même problématique, hein, parce que Discover, ça reste une boîte noire sur bien des points. De très gros médias sont fait taper sur les doigts pour des mauvaises pratiques, on va dire. Et on perd beaucoup d'audience pendant un certain laps de temps. Donc les médias sont quand même globalement un peu en panique par rapport à Discover parce qu'ils ont une dépendance à Discover qui est tellement énorme que si ça disparaît demain, ça fait fermer le site, hein, automatiquement, quoi. Ouais. Parce qu'aucun média n'a la trésor pour tenir 2, 3 mois sans trafic. Donc en général, c'est très rapide. Ouais, sauf les médias qui ont une grosse base d'abonnés payants et où c'est un plus, quoi. Mais même hein, l'équipe qui a une grosse base payante qui fonctionne très bien avec son application, si demain elle est exclue de Discover, je sais pas comment ils survivent. Ça va passer 2, 3 mois, hein. Ça va très vite, hein. Et alors Ils justement, y arriveront, hein. au niveau monétisation, parce que c'est vrai que Discover, c'est quand même beaucoup d'articles informatifs et un peu d'articles commerciaux. Euh,
Donc, tu les monétises de quelle manière? Juste avec du display? En général, oui, ça suffit largement. Ok. Est-ce qu'il y a un peu de content to commerce, d'affiliation dans le domaine du Discover ou c'est pas quelque chose de très présent? En fait, les gens cliquent relativement peu sur les liens d'affiliation sur Discover. Moi, j'ai eu des cas où ça a bien fonctionné, mais ça reste des cas, on va dire, un peu exceptionnels, qui sortent un petit peu de la norme, on va dire. Moi, j'ai un cas qui est assez marrant, c'était il y a quelques années. J'ai un client, c'est du SEO pour du camping en Bretagne. Petit camping en Bretagne, hein. On fait des articles de blog, machin, puis il dit on va tester du Discover sur ton truc. Ça marche un peu, pas trop, machin. Puis un jour, il a eu un article qui a super bien performé sur Discover. Il a rempli son camping pour l'année, en un week-end. Ça lui a invité à dépenser 50 000 euros en ads, tu vois. Voilà. Mais c'est, toi, le truc qui tombe comme ça du ciel et puis tu es content, quoi. Tu vois. Mais c'est rare, c'est rare. Et il y a des médias qui font du paywall sur du Discover? Alors oui, tous. Enfin, tous dans le sens où, en général, vu que Google, au niveau de Discover, ils font principalement le titre et l'image, le contenu qui est à l'intérieur pour performer de base sur Discover n'est pas très important. Euh, bon, en fait, derrière, c'est une utilisation, l'interaction utilisateur qui va fonctionner, oui ou non. Est-ce que le paywall va être placé très haut ou très bas? Tu vois, voilà. C'est ce qui va faire la différence en termes d'impact. Typiquement, l'équipe a de très bonnes stats d'un point de vue Discover, mais principalement parce qu'ils envoient beaucoup d'articles et que tout le monde clique en pensant que derrière, peut-être qu'il sera en lecture libre. Voilà. Mais ce qui n'est jamais le cas. C'est pas le cas, en fait. Bon. Donc, ils ont des bonnes stats, mais est-ce que ça génère beaucoup de nouvelles inscriptions? Ça doit en générer, mais ça ne doit pas être non plus spectaculaire. Tu vois? Enfin, il faudrait demander. Faudrait demander. Et au niveau de l'évolution on est en train d'arriver à la dernière partie, donc le futur de Google Discover. Comment tu le vois évoluer? Est-ce que tu penses que euh, c'est un peu la bouée de sauvetage de Google par rapport à la baisse de la recherche? Et comment tu penses que Google va faire évoluer Discover? Est-ce que déjà il va y avoir plus de visibilité? Ça va s'étendre au desktop? Est-ce que tu penses que Google va essayer plus que possible de le mettre en face de tous les utilisateurs? Au niveau du desktop, ça commence à arriver sur des comptes. Si tu as un compte qui est en anglais, par exemple, tu peux le voir apparaître. Donc aux États-Unis, c'est en train d'arriver. Alors pas sur tous les comptes, hein. Moi, je dois avoir une vingtaine de comptes en anglais. Quand je les mets en anglais, ben, je dois avoir deux ou trois où j'ai du Discover qui remonte. Donc oui, ça devrait se généraliser sur desktop à un moment ou à un autre. Je pense que techniquement, c'est peut-être un peu plus difficile pour eux d'arriver à le faire pour une raison X ou Y, mais ça devrait arriver. Euh, le futur de Discover, oui, ça va rester parce que ça génère énormément de trafic euh, et du trafic qui est bien monétisé. Donc pour Google, c'est de l'argent qui rentre. Donc de ce point de vue-là, c'est pas mal. Pour moi, Google Discover est encore dans une version bêta, c'est-à-dire on voit beaucoup de sites qui rentrent, beaucoup de sites qui sortent, beaucoup de fluctuations, beaucoup de changements. Tous les mois, tu as un update qui fait plein de trucs assez relous. Donc il est toujours en train de tester en fait un mode de fonctionnement qu'il n'a pas trouvé. On voit que tu as la partie SGE, enfin on dit overview maintenant, qui est en train d'apparaître par exemple en Allemagne. Donc c'est dans le search, c'est l'intégration de l'IA, tu vois, avec des questions-réponses. Tu vas avoir des ponts entre les deux nécessairement. Ça va évoluer, euh, ça va pas prendre la place parce que au niveau du shopping, ça va rester compliqué. Mais pour la vie du quotidien, oui, la place de Discover, elle est centrale, hein. Elle est centrale de plus en plus pour toute la typologie de contenu écrit. En dehors du contenu écrit, tu iras sur TikTok, tu iras sur Insta, tu iras sur Snap, tu iras sur YouTube. Tu vois, tu vas aller ailleurs, mais le contenu en fait écrit, euh, l'accessibilité première qu'on aura au contenu écrit très prochainement passera par Discover, ce qui est déjà en grande partie le cas. Le search, ça en fait, j'ai le sentiment qu'à terme, le search va devenir un énorme shopping, tu vois, avec de l'IA à l'intérieur pour faciliter ta recherche de produits et faciliter la conversion derrière, via shopping évidemment. Tu vois. Je parlais avec Marco du média On Time dans un autre épisode. Donc, c'est un média sur YouTube uniquement d'interviews de stars. Et il me disait que les jeunes, en fait, lisaient de moins en moins. Je pense pas que Google, justement, pour concurrencer des réseaux sociaux comme TikTok, même s'il le fait très bien avec YouTube, hein, mais ne pourrait pas intégrer également du format vidéo dans Google Discover? Il pourrait,
Il y a déjà des vidéos YouTube qui remontent dans Google Discover, quelques-unes, pas énormément, mais il y en a. Euh, et pour l'instant, par exemple, ce ne sont pas des shorts. Moi, je pensais que c'était les shorts qui allaient remonter dans Discover. En fait, non, ça reste des vidéos tout à fait standards. Donc en format 4.3 et non pas vertical, ce qui est assez étonnant puisqu'on est quand même sur un format mobile. Mais pareil, dans les contenus qu'on produit pour Discover, c'est du contenu en général qui doit avoir un temps de lecture relativement court. Moi, en général, je dis c'est une station de métro parisienne. C'est 2 minutes 30. 2 minutes 30, c'est le temps de, bah voilà, ça doit correspondre à ça en termes de lecture. Si tu veux une expérience utilisateur optimale pour Discover, c'est le temps de lecture. Donc, ce qui correspond à un temps de lecture aujourd'hui moyen, jeune ou moins jeune. C'est vrai, jeune ou moins jeune. Ouais, notre interview, elle va pas remonter dans Google Discover. Si tu la mets sur YouTube, on peut faire des choses. On peut essayer, quoi. En tout cas, on peut essayer, ça ne mange jamais de pain. Ça marche. Pour toi, c'est quoi les acteurs qui performent le mieux aujourd'hui sur Google Discover? Les gros médias type CNI, Prisma, Reward, c'est des mastodontes sur Discover. Ce sont des groupes médias qui ont pleinement compris l'importance de Discover, qui ont investi massivement en consulting, en formation à tous les niveaux pour cartonner sur Discover. Ils ont parfaitement intégré cette logique-là et ils sont allés à fond, quoi. Ils sont allés à fond. Le groupe, par exemple, Ouest France aussi, ils sont au taquet sur Discover. Mais vraiment. Donc, c'est ces médias qu'il faut regarder pour s'inspirer et savoir ce qu'il faut publier. Oui, actu.fr, ça marche bien. Mais en fait, il faut surtout s'inspirer, commencer à s'inspirer. En fait, quand tu es sur ton fil Discover, si tu vois une espèce de site un peu ovni qui se répète un petit peu comme ça, va voir ce qu'il fait, quoi. Le site ovni, tu dis d'où il sort celui-là, c'est que derrière, souvent, tu as quelqu'un qui maîtrise le sujet Ah, il a compris et un tu vas truc. dessus. Et puis, comme partout en SEO, hein, test and learning, hein. Faut tester, il faut essayer d'y aller, faut échouer, il faut regarder plein de sites, il faut prendre des petites notes. Tiens, c'est marrant, ils font tout ça, ils font tout ci. Leur maillage interne, il est un peu bizarre. Tiens, pourquoi ils l'ont fait comme ça? Ah, il y a plein de tags. Pourquoi il y a plein de tags? Hein. Tiens, si tu te dis, oui, d'un moment, ouais, les 10 que je suis tombé, ils ont tous 50 tags différents, il y a peut-être une raison. Alors après, tu essaies de comprendre la logique qu'il y a derrière, tu vois, mais il y a sûrement une raison. Voilà. Et tu commences à gratter, à piocher. Et après, tu essayes de t'y mettre. Je crois qu'au niveau de l'information sur Discover, il y a vraiment pléthore aujourd'hui, hein, que ce soit en français, en anglais, même en espagnol. Il y a de l'information un peu partout. Je dis pas que tout a été dit, mais beaucoup de choses ont été exprimées. Donc, se renseigner, chercher. Et surtout, si tu parles, il faut tester les choses. L'avantage du SEO, du Discover, enfin de notre métier dans l'univers du web, c'est qu'on peut tester à moindre coût. Ça ne demande pas des centaines de milliers d'euros pour se lancer sur Discover. Ça, vraiment, dans le domaine du contenu, des machins, des trucs, allez, deux, trois bricoles, mais allez, on peut y aller. On peut tenter le coup. Ça marche pas. Mais au moins, on pourra se dire qu'on aura essayé de le faire. Et ça, Il faut être c'est le plus débrouillard, important. quoi. Ouais. Oui, et puis, il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Et assister. Et quand ça marche, ok, bingo. Moi, j'ai vu des gens qui, là, j'ai un site en tête. Personne, elle était au chômage. Ça devenait compliqué pour elle. Elle avait un site qui faisait un petit peu de disco. On a pris une formation, un coaching, un machin. Alors, par chance, c'était un ami d'un ami d'un ami. Donc, on a pu bosser un petit peu plus. Ça commence à performer. Ça commence à marcher. Et là, ça fait 2 ans qu'il l'envie. Il l'envie très confortablement. Tu vois? Et le 6, ça fait 2 ans qu'il tourne. Alors évidemment, il a énormément investi, comme je te disais au début, en contenu froid, voilà, pour stabiliser le truc. Ça lui a permis d'avoir une autorité générale sur le machin. Il a acheté des liens. Voilà. Il a réinvesti beaucoup pour essayer de solidifier en fait ce site-là et pas seulement faire un site que pour Discover. Et on s'aperçoit que son trafic Discover est relativement stable. Alors bon, il ne prend pas trop de vacances. Tous les jours, il faut bosser un petit peu. Euh, mais on est passé d'un moment où on était au bord de la catastrophe à un moment où on est très confortable. Tu vois, Discover peut encore permettre ça. Notre métier dans le SEO peut encore permettre ça. Donc, il faut essayer, il faut jamais baisser les bras. C'est le web, ça reste encore un milieu un peu magique, même si c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a peut-être 10 ou 20 ans, où là, c'est pour vraiment être le loto une fois par semaine, hein. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais ça reste un lieu d'expérimentation à moindre coût et sans égal. Sans égal.
à tous les niveaux, hein, même e-commerce. Hein. Et au niveau des outils, alors c'est ma dernière question sur les outils que tu utilises au quotidien pour t'aider dans l'optimisation de Google Discover ou le contenu. Alors, Qu'est-ce que tu recommandes? si on a la Search Console du client qui en fait, évidemment, ça c'est important. SEMrush Trends, mais c'est très cher, c'est 400 balles, 500 balles par mois. Si, il y a pas vraiment d'outils disponibles gratuits, en fait. Donc, le mieux, c'est tout simplement de regarder son téléphone. C'est voir ce qui se passe. Et tu te dis, voilà, et tu regardes alors, les tendances Twitter, ça peut être intéressant aussi. Les trends, comme tu disais, Google Trends, ça peut être intéressant pour avoir un petit peu l'air du temps. Mais c'est aussi essayer non, non, si on regarde son téléphone, on voit ce qui remonte, on prend des petites notes et on teste. Et on regarde les concurrents, on analyse. Ton meilleur allié sur Discover, c'est ton cerveau. Mais vraiment, et de loin. Hein. Sur le coup, c'est de loin. Le problème, c'est que vu que le flux de Google Discover est ultra personnalisé pour toi-même, tu vas avoir finalement une vision très limitée de ce qui marche sur Discover, qui est Bah, celle en qui fait, répond à tes intérêts. non, mais ce que tu vas avoir aussi, c'est que tu vas avoir des sites, par exemple, qui remontent dans ton flux. Bah, tu vas aller les voir, puis tu vas t'apercevoir qu'ils ont d'autres catégories. Tu vois? Il y a des sites comme ça qui sont multi-catégories. Toi, tu auras peut-être du contenu d'une certaine typologie, mais tu vas voir qu'ils publient aussi sur du jardinage, de l'électronique, j'en sais rien. Tu commences à regarder, ça demande beaucoup de recherche et de curiosité, en fait. La clé de la réussite en Discover, c'est la capacité qu'on va avoir à être curieux et à anticiper, en fait, les topics, donc les tendances qui vont arriver. Mais qui sont en général basées sur la logique, hein. Elles sont pas en soi extrêmement compliquées à comprendre et à trouver. Mais rapidement, quand tu te mets dans ce délire-là, tu comprends tout de suite ce qui se passe. Et ensuite, toujours se dire que si ça fonctionne à l'étranger, ça fonctionnera en France. Donc, tu regardes ce qui se passe ailleurs. Tu vas aux US, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, tu vas en Allemagne, tu vas en Norvège. Voilà. Et tu ouvres ton esprit pour aller chercher un maximum d'informations. C'est beaucoup de temps au début pour mettre en place une routine, pour trouver le flux d'idées quotidiennes que tu vas avoir. Ça. Et c'est pas toujours évident, je suis d'accord. C'est du temps de travail, mais après, voilà, c'est une logique mentale, c'est une gymnastique que tu vas réaliser tous les jours. Et quand tu l'as, ça va assez vite après, finalement. Ouais, ça va assez vite. Et Ok, après, tu vas construire tes propres outils, en fait. C'est ça qui va arriver à la fin. Tu construis tes propres outils à la main où tu vas avoir ton lecteur de flux RSS perso, tu vas enregistrer tous les titres, voilà, tu vas commencer à construire tes petites choses, quoi. C'est encore plus artisanal. ok, écoute, ouais, merci pour tous ces conseils, c'était hyper intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Si tu dois recommander simplement quelques médias ou personnes influentes dans le domaine de Google Discover à suivre, que ce soit en France ou aux US, tu recommanderais qui? Oh, bah, le classique, hein, il y a toujours Paul Sanchez qu'il faut toujours suivre. Hein. Il a fait pas mal de confs sur Discover. Bah, Guillaume Chauvin aussi, il a fait pas mal de trucs, c'est super bien, il est très fort aussi. Et puis tu mets Google Discover dans YouTube. Il y a pas mal de gens qui en ont parlé. Tu vois, il y a David Dragesco, un Ninja Linker qui en a parlé, très intéressant, comme toujours David. Voilà. Et tu as il y a pas mal de vidéos de retour d'expérience sur Discover qui ont été publiées, qui sont toutes très intéressantes. Et pareil, il y en a une que David Dragesco a publiée il y a pas très très longtemps, qui était vraiment super sympa. Donc voilà, il y a matière à trouver des choses très intéressantes sur YouTube directement. Pareil, curieux. Mais alors, si tu vas en Inde, c'est incompréhensible, mais il y en a plein. Il y en a plein de vidéos sur Discover en Inde. On comprend rien, même si je mets la traduction derrière, c'est complètement taré. Euh, donc voilà, il y a pas, pareil. La curiosité, c'est la qualité première pour la réussite sur Discover, et ça commence par la recherche d'informations. Alors, pas de débrouillard là. Allez, Il n'y a top, pas de bouquin là. c'était Faut euh, écrire. c'était le bon mot de la fin. Merci beaucoup Clément, Mais je t'en plein prie, Mickaël. d'informations hyper concrètes dans cet épisode. Donc il reste plus qu'à appliquer. Donc merci d'avoir partagé tout ça avec la Je communauté t'en prie. et je te souhaite une Merci à très bonne toi. journée. Toi aussi. Ciao, ciao.